Alors, utiliser le soleil pour faire de la chaleur, c'est une idée toute simple, presque poétique, non? Mais attention, comment on passe d'une simple boîte qui chauffe au soleil à un système qui est vraiment efficace? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en plongeant dans l'ingénierie assez maligne qui se cache derrière un capteur solaire nouvelle génération. Ok, alors commençons par le b.a.-ba. Un capteur solaire à air, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est une boîte. Une boîte conçue pour piéger la chaleur du soleil. Dit comme ça a l'air super simple. Mais, comme souvent, toute la magie, elle est dans les détails. Allez, visualisons un peu le truc. La lumière du soleil, elle passe à travers une vitre. Jusque-là, tout va bien. Elle vient ensuite taper sur une plaque absorbante, une plaque noire qui chauffe intensément. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer un courant d'air juste au-dessus de cette plaque brûlante pour qu'il lui pique sa chaleur. Et voilà, on a de l'air chaud prêt à être utilisé. Plutôt simple, non? Oui, mais si c'était si facile, on en verrait partout, n'est-ce pas? Le truc, c'est que cette conception, aussi simple soit-elle, elle a un gros défaut. Un problème majeur qui la rend, terriblement inefficace. Et le grand méchant de notre histoire, le voilà, le mauvais transfert de chaleur. C'est vraiment l'obstacle, le défi technique que les ingénieurs doivent absolument surmonter s'ils veulent que ce système passe du statut de simple gadget à celui de vraie solution. Pour bien comprendre pourquoi c'est si compliqué, il suffit de jeter un œil à ces chiffres. L'air, il faut le dire, est un très mauvais élève quand il s'agit de stocker et de transporter la chaleur. Ses propriétés physiques, comparées à l'eau par exemple, sont pas terribles pour ce qu'on veut faire. C'est un peu comme essayer de remplir une piscine avec un dé à coudre. C'est ça le cœur du problème technique. Bon, face à un mur pareil, il fallait une idée de génie. Et les ingénieurs ont complètement changé leur fusil d'épaule. Ils ont repensé toute la manière de faire passer la chaleur à l'air. Et leur solution est brillante. Ils ont, en quelque sorte, inventé une éponge à soleil. Cette citation de Saxena et El-Sabahi, elle résume tout parfaitement. Le problème d'une plaque classique, c'est que tout se joue sur une surface toute fine. Le soleil tape, la surface chauffe et c'est tout. C'est une seule et unique chance de capter la chaleur. C'est extrêmement limité. Et là, regardez ça. Voilà la solution en image. À gauche, la vieille plaque plate. À droite, l'innovation. Au lieu de cette surface lisse, les ingénieurs ont créé ce qu'on appelle un absorbeur à matrice perméable. Imaginez un genre de labyrinthe en 3D, une sorte de structure complexe qui force l'air à se faufiler partout à l'intérieur. Le point vraiment crucial à comprendre, c'est ça. La chaleur n'est plus seulement absorbée en surface. Non, elle est captée à travers tout le volume de cette matrice. La lumière du soleil et l'air peuvent pénétrer à l'intérieur de la structure. Du coup, ça multiplie de façon spectaculaire la surface d'échange. C'est un changement total de perspective. Alors, on a cette nouvelle idée géniale, cette fameuse matrice. Mais ça n'est pas fini. Ce qui devient vraiment intéressant, c'est de voir comment les ingénieurs ont encore poussé le concept plus loin, cette fois en jouant sur la façon dont l'air circule à l'intérieur. La première question qui se sont posées était assez fondamentale en fait. Est-ce qu'on travaille avec la physique ou contre elle? On sait que l'air chaud monte, c'est la base. Alors, est-ce qu'on le force à descendre à contre-courant ou est-ce qu'on l'aide à suivre son chemin naturel vers le haut? Et le résultat, quand on force l'air à descendre, à peine 22% de rendement. Franchement, c'est pas terrible. On a bien la confirmation que se battre contre la nature, ce n'était pas vraiment la bonne stratégie. Par contre, en inversant simplement le flux, en laissant l'air chaud monter tranquillement, bim! Le rendement fait plus que doubler. On passe à 50% juste en changeant le sens de l'air. C'est un gain énorme pour une modif aussi simple. Mais attendez, ce n'est pas tout. L'autre idée, c'était de se dire, et si on donnait plus de temps à l'air pour se réchauffer? Dans un design classique qu'on appelle la simple passe, l'air fait un seul trajet. Il entre, il traverse et il sort. C'est direct. Une seule chance donc de capter la chaleur. Mais le design à double passe, lui, est beaucoup plus malin. C'est comme si, au lieu de prendre la sortie, on forçait l'air à faire une deuxième boucle à l'intérieur du système. Ça lui donne une seconde chance de se charger en chaleur, de vraiment se gorger de chaleur avant de finalement sortir. Et le résultat en chiffres, c'est juste spectaculaire. Là où le modèle à simple passe plafonnait autour de 60% d'efficacité, le modèle à double passe, lui, s'envole à plus de 83%. C'est un gain de performance énorme. Ok, alors maintenant, si on met tout ça bout à bout, toutes ces idées intelligentes, ça donne quoi au final? Finalement, on a la recette du succès pour un capteur ultra performant. Premier ingrédient, maximiser la surface d'échange avec ses matrices 3D. Deuxième ingrédient, rendre le trajet de l'air plus intelligent, avec un flux vers le haut et en double passe. Et enfin, troisième ingrédient, bien isoler le tout pour ne pas perdre un seul degré de cette chaleur si précieusement captée. Et quand on combine tout ça, les designs les plus poussés avec des plaques perforées et d'autres astuces, on arrive à des rendements thermiques qui peuvent atteindre 90%. C'est juste colossal comme amélioration. On est passé d'une simple boîte noire à une véritable petite usine à chaleur.
Et attention, on ne parle pas juste d'expérience de labo. Un tel niveau d'efficacité, ça rend ces appareils, qui restent fondamentalement simples, super pratiques dans le monde réel. On pense par exemple au séchage des récoltes, au chauffage de bâtiments, plein d'applications concrètes, notamment dans les pays en développement. Ce parcours, au fond, nous montre bien une chose. L'innovation, ce n'est pas toujours une révolution spectaculaire. C'est souvent une série de petites étapes, d'améliorations intelligentes, les unes après les autres. Alors, on termine avec une question pour la route. Avec cette technologie maintenant simple, efficace et puissante, quel pourrait bien être le prochain problème de notre quotidien qu'elle pourrait résoudre ?